Bonjour. Donc, je me présente, moi je m'appelle Julia Zucker, je travaille à la délégation ministérielle à l'accessibilité, qui dépend du ministère de la Transition écologique. Et je porte, avec une autre collègue, le développement de ce commun numérique qui s'appelle Accès Libre. Et le propos aujourd'hui consiste à vous présenter Accès Libre et vous présenter au-delà de la plateforme un petit peu ce projet de commun d'open data que l'on porte depuis maintenant 2 ans et qui nous a amené, malgré le fait d'avoir la Marianne en haut à gauche, à être confronté à un petit peu toutes les problématiques que l'on peut rencontrer d'ordinaire en matière d'open data. Alors, ça parlera d'open data, mais ça parlera fatalement d'accès libre et de son contenu en soi, qui est un contenu bien spécifique. Vous allez, pendant 20 minutes, entendre parler et reparler d'accessibilité et de personnes en situation de handicap, puisque c'est le cœur de notre projet. Pour vous plonger un petit peu là-dedans, on va se poser une question toute simple que vous voyez tous à l'écran. Si on allait au restaurant samedi soir, alors comment ça se passe quand on va au resto ou qu'on décide d'aller au restaurant le samedi soir? On pourrait parler après derrière du dimanche soir, qui peut être une version un petit peu plus compliquée quand on veut aller au resto. Généralement, soit on connaît le lieu où on veut aller, soit on va aller chercher à découvrir un nouveau lieu. Et depuis un certain nombre d'années, maintenant, c'est rentré totalement dans les usages. On ne se souvient même plus comment on faisait avant, pour ceux qui ont connu avant. Eh bien, on va sur Internet. On peut naviguer sur certains sites, ou pas d'ailleurs, les moteurs de recherche, notre moteur de recherche préféré, qui va même jusqu'à nous pousser lui-même un certain nombre d'informations sur ces restos, où qu'on soit, quel que soit le moment de la journée. Est-ce que je veux petit déjeuner, est-ce que je veux déjeuner? Alors bon, je suis partie sur le soir, mais alors allons dîner. Et là, vous allez être exposé à un certain nombre d'informations. Limite, vous avez trop de choix. Voilà, vous allez choisir le prix, le lieu, le type de gastronomie. Vous pouvez même aller jusqu'au régime alimentaire, les différentes possibilités de paiement. J'ai regardé avant de préparer et j'ai été vraiment surprise par vraiment l'affinage de critères pour opérer un choix. Eh bien, dites-vous que cette situation-là, qui est somme toute extrêmement banale, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui est encore de l'ordre de la fiction pour 12 millions de personnes. C'est 12 millions, c'est 20% de la population. C'est une minorité, mais c'est une minorité qui est loin d'être anodine. Ce sont les personnes en situation de handicap. Celles-ci, à aujourd'hui, lorsqu'elles veulent se rendre au restaurant, elles vont se poser un certain nombre de questions, les mêmes que nous. Mais avant cela, elles vont s'en poser d'autres qui ne viennent pas forcément à l'esprit du tout un chacun, qui n'est pas forcément concerné par ce type de problématique. On va essayer de prendre une situation qui peut être à haut risque, parce que c'est ça, les personnes handicapées, lorsqu'elles décident de sortir de chez elles, elles se retrouvent dans une situation de haut risque, dangereuse. Non pas qu'elles risquent leur vie, quoique parfois, mais c'est qu'à tout moment, la sortie, le pourquoi de son sortie de chez elles peut tomber à l'eau à tout moment pour cause d'inaccessibilité. Et donc, la situation la plus commune qui peut nous mettre la pression à tous, c'est vous qui devez organiser la sortie au resto un dimanche soir avec toute la famille. On le sait tous, pour ceux qui l'ont déjà vécu, celui qui choisit le resto, il est responsable de l'ambiance du resto, il est responsable de la qualité de ce qui se passe dans l'assiette. Bref, il est responsable de est-ce que les gens passent une bonne soirée, une mauvaise soirée dans ce restaurant. Là, c'est un petit peu la même situation. C'est vous qui êtes responsable du resto un dimanche soir et vous savez que le choix est extrêmement limité. Vous avez toute votre famille derrière, la grand-mère, le tonton, etc. Et autant vous dire qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait porte close parce que sinon, vous êtes mal. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça pour les personnes handies, un petit peu moins amusant parce que le drame du dimanche soir, du repas en famille qui tombe à l'eau, bon, ma foi, au pire, vous avez tous un petit peu faim. Pour une personne handie, eh bien, elle rentre chez elle et c'est la fin de la récré pour un certain nombre de sorties. Donc,
ces personnes, elles vont systématiquement à chercher à avoir ces informations, sauf qu'elles ne les trouvent pas. Si vous allez chercher à bétonner et à garantir votre sortie, vous avez tous les outils et tous les moyens pour vous assurer que c'est bien ouvert et que vous pouvez faire votre résa. Une personne en situation de handicap, aujourd'hui, sur le web, elle va trouver les informations de tout un chacun, mais des informations spécifiques à elle, pour son propre besoin, ça n'existe pas. Ou alors, ça existe, mais de façon extrêmement parcellaire, éparpillée, fragmentée. Et de fait, le web étant tellement vaste, il est extrêmement compliqué pour ces personnes de les trouver. Même les moteurs de recherche, je vais citer Google, hein, on pense tous à lui, même Google a beaucoup de mal, lorsqu'on va faire la requête tel lieu adossé au mot accessibilité, il a beaucoup de mal à proposer des réponses pertinentes. C'est la magie de l'accessibilité, c'est la magie de cette non-prise en compte de certains besoins effectivement très spécifiques. Cela étant, la spécificité des informations qu'on peut trouver sur le web, il y en a pléthore, hein, il y a tout un tas de niches, parce que les gens s'en sont saisis. Alors, vous avez à chaque fois, de façon assez miraculeuse, un certain nombre de pages qui vous proposent des réponses à votre requête. Donc, Accès Libre, c'est ça son objectif, c'est de répondre à ce silence, de combler un petit peu ce vide qu'on trouve sur le web, pour rendre le web un peu plus bavard, beaucoup plus bavard en matière d'accessibilité. Et pour cela, on travaille avec Accès Libre on a deux jambes. On a une première jambe qui est un formulaire de collecte, de contribution, des informations d'accessibilité qui sont essentielles pour ces personnes en situation de handicap pour déclencher une sortie et répondre à leur question, est-ce que je peux concrètement me rendre dans tel endroit, oui ou non? Et si oui, est-ce que je peux m'y rendre en totale autonomie ou est-ce que j'ai besoin d'être accompagné ou d'adapter? Mais juste le fait de savoir si je peux m'y rendre et comment, ça revient à compléter ni plus ni moins ce bloc d'infos pratiques que l'on trouve sur absolument tous les sites Internet qui parlent de lieux dans lesquels on peut se rendre. Donc nous, on collecte et évidemment, on met à disposition sur une interface utilisateur. On n'est pas les premiers à faire ça, bien évidemment. L'acteur historique a plus de 15 ans. Mais cet acteur historique, comme tous les autres qui ont suivi depuis c'est entre 15 et 20 dernières années, ils fonctionnent chacun dans leur coin. D'où cet éparpillement et cette fragmentation de ces informations, et d'où, in fine, la grande difficulté pour les internautes qui cherchent ces informations de les trouver. La réponse d'Accès Libre là-dessus, c'est d'aller vers l'open data. En quoi cet open data, il répond pour nous à un certain nombre de difficultés que rencontrent les personnes en situation de handicap, mais aussi les acteurs. Pourquoi c'est une réponse au fait que ce web soit particulièrement silencieux? Tout simplement déjà parce que dans l'open data, on est dans ce que j'avais appelé, là, vous l'avez sous les yeux, cette philosophie du collaboratif de bout en bout. Accès Libre, c'est une plateforme qui appartient à tout le monde. La plateforme, elle est ouverte. N'importe qui peut venir récupérer les données, sauf que comme ces données n'existent pas, il faut les collecter. Les données qui existent ailleurs sur le web sont aujourd'hui fermées. Nous n'y avons pas accès. Donc il s'agit, pour ces plateformes d'open data, de recréer même ce qui existe déjà à aujourd'hui ailleurs. Donc on crée, parfois on recrée, mais c'est pas grave. Peut-être qu'à un moment donné, les différents acteurs pivoteront et accepteront de considérer cette open data non pas comme une nuisance ou une concurrence qui leur fait peur, mais plutôt comme une opportunité qui peut venir, au contraire, enrichir leur activité, leur service et les pousser à aller plus loin dans ce fameux serviciel. Et donc on est, pour collecter, on estime 1,8 million de lieux à aller chercher. Il nous faut donc du monde. Ce n'est pas la petite équipe d'Accès Libre qui pourra collecter sur l'ensemble du territoire. Et donc, on s'appuie sur le principe du collaboratif. Le collaboratif, c'est tout le monde qui crée. Donc, c'est tout le monde qui peut en bénéficier. Voilà.
On a évidemment travaillé au formatage, à la standardisation des données. Il y a un standard, pour ceux à qui ça parle, sur les données d'accessibilité. Et ce fameux standard a été publié il y a une bonne année et Accès Libre a pivoté pour intégrer au maximum ce standard. Pourquoi? Parce que les différents acteurs qui collectent des données d'accessibilité et qui les diffusent doivent impérativement parler la même langue dans un souci de meilleure circulation des informations, dans un souci de meilleure diffusion et d'échange. Voilà. Si à chaque fois tout le monde doit recréer des moulinettes, on ne s'en sort pas, ça bloque et ça vient enrayer cette machine qui aujourd'hui a bien du mal déjà à se déployer parce qu'on en est toujours au stade de la création de cette fameuse donnée. Voilà, donc cette open data, ce projet autour de l'accessibilité, finalement, qu'on soit sur cette côté technique de la data ou sur le côté humain de l'accessibilité, on rencontre un petit peu les mêmes difficultés, c'est-à-dire que Accès Libre, à chaque fois, est à la croisée de plusieurs mondes. Sur le fond, on est à la croisée du monde des valides, ceux qui ne sont pas concernés de près ou de loin par le handicap et qui n'y pensent pas, et donc n'ont pas forcément certains réflexes qui peuvent faire tomber un certain nombre de barrières, malheureusement, ou en tout cas heureusement, dès lors qu'on les met en place. Et le monde du handicap, ce sont deux mondes qui se côtoient et qui peuvent ne jamais se voir. Dès lors qu'on y est sensibilisé, c'est un petit peu comme Matrix, on se met à voir le monde autrement et à voir des choses qui étaient sous nos yeux mais qu'on ne s'en rendait même pas compte que c'était là. Ou alors on le voyait mais on ne savait même pas à quoi ça correspondait. Et dans l'open data, effectivement, on a également ce croisement entre différents publics. Le public en situation de handicap qui a un besoin extrêmement fort en matière d'information, qui aujourd'hui en 2022 réclame de pouvoir utiliser le web comme n'importe qui. Je ne pense pas que ce soit une demande qui soit démesurée. Elles ont bien envie de laisser tomber leur téléphone parce qu'elles prennent leur téléphone aujourd'hui pour récupérer ces informations. On a de l'autre côté des acteurs du web qui vont parler de sorties, de loisirs, de restaurants, d'hôtels, que sais-je, mais qui ne vont pas au bout de cette info, donc qui laissent de côté 20% de cette population. Il ne manque pas grand-chose comme information. D'autant plus que là, l'idée, c'est de la pousser, cette information, pour la mettre à dispo et venir l'aspirer et la réutiliser en tout ou partie, que ce soit via une API. J'anticipe complètement sur la suite de la presse, mais c'est pas grave. L'idée, c'est ça, c'est de mettre à dispo pour faciliter la réutilisation. On peut comprendre qu'un TripAdvisor, ou je parlais d'un Sortir à Paris, par exemple. Alors, moi, je suis en région parisienne, donc je connais bien Sortir à Paris, qui est le gros site de sorties et loisirs francilien. Sortir à Paris, son cœur de cible, c'est de produire du contenu de sortie. Pour aller au resto, pour aller dans les bars, pour aller au cinéma, pour aller au musée, pour aller au théâtre, pour aller tout partout où on veut, dès qu'on veut sortir, eux, c'est ça. Je comprends qu'ils ne soient pas spécialisés dans l'accessibilité. D'ailleurs, c'est qu'une partie d'un petit tout. Mais en mettant à dispo cette information, on fait le pari que, comme ça leur demande un minimum d'effort, alors ils n'ont plus de raison de ne pas la récupérer, cette information, et on se retrouve avec des sites qui se mettent à vraiment parler de sortie à tout le monde, en venant compléter leur offre d'information. On répond également à un cadre légal qui est très clair pour les collectivités territoriales. Dès lors qu'une collectivité territoriale collecte de la donnée par son territoire, pour son territoire, elle doit être ouverte. C'est une logique de service public. Accès Libre, aujourd'hui, est finalement le seul acteur qui pousse sa donnée sur DataGouv. Elle est mise à jour tous les jours. Toutes les nuits, on met à jour la base de données, ou via notre API qui est ouverte et accessible à tous. Et comme on pousse également cette information, on essaye d'entendre ces fameuses contraintes des sorties à Paris, etc. Et donc, on a travaillé à simplifier au maximum cet exercice de réutilisation qui ne va pas de soi, naturellement pour j'ai envie de dire, le reste du monde, ceux qui ne sont pas concernés par ces histoires d'accessibilité. Donc, on a créé un formulaire extrêmement simple de collecte. C'est formaté, c'est oui, c'est non, c'est une liste à choix multiples. Peut-être que la première fiche, c'est quoi? C'est 10 minutes
le temps de se créer un compte, de recevoir son mail, de le confirmer, de publier la fiche. Pour quelqu'un d'aguerri, après, c'est 3 minutes, 4 minutes, peut-être 5 quand je dois rentrer l'adresse en entier. C'est extrêmement rapide. Dites-vous que ces champs de questions, très souvent, ceux qui viennent voir Accès Libre, spontanément, vont dire « Oh là là, il y a beaucoup de questions ». Alors que quand on va discuter avec les associations de personnes handicapées, elles nous disent « Oh là là, mais vous ne pourriez pas rajouter ça, 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 et puis ci, et puis ça, puis on aimerait bien des photos, puis on aimerait bien ta 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 ». Voilà, c'est l'exercice. On est au confluent de deux mondes. Chacun doit faire des efforts. Ceux qui contribuent plus ou moins volontairement. Ceux qui sont volontaires, ça ne leur pose pas de sujet. Ceux qu'on incite un petit peu à contribuer, spontanément vont dire « Oh là là, mais non, mais c'est un petit peu long ». C'est long, ça prend 5 minutes. Au regard derrière du potentiel et de ce que cela apporte pour ce public, c'est finalement pas grand-chose. Cela étant, quand on est dans le collaboratif, même les Google et compagnie, on va vous exposer un minimum de questions, un minimum de contributions, parce qu'il ne faut surtout pas vous perdre. Et que plus vous contribuez, plus on enrichit, vous enrichissez ce web. Et de l'autre côté, nous, on essaie de négocier avec ces associations en leur disant c'est déjà un minimum. On ira plus loin, il sera temps d'aller plus loin quand on aura une base suffisante. Donc ce jeu d'équilibre, aujourd'hui, quel est le bilan? On commence à réussir à rassembler et des acteurs publics et des acteurs privés, ce qui n'est pas si simple que ça, et c'est un des exemples qui est scruté plutôt à la loupe par les acteurs publics type Etalab, puisque aujourd'hui Accès Libre est la concrétisation de ce rassemblement entre public et privé autour d'un commun numérique, ce qui à ce jour peut s'avérer encore un petit peu acrobatique. Cela étant, le fait qu'on se retrouve avec des contributeurs, que ce soit des collectivités qui sont engagées dans cette politique d'accessibilité, qui veulent pousser ces informations de leur territoire pour une partie de leurs concitoyens, de leurs administrés, ou pour du tourisme, des questions d'attraction touristique, que ce soit des services instructeurs qui sont venus modifier leur pratique d'instruction et qui sont en train de pivoter, c'est-à-dire qu'on est dans une autre manière de rendre service au public. Ils font de l'instruction, ils sont dans des dossiers d'accessibilité, ils maîtrisent leur sujet. Le fait que quand ils récupèrent de la donnée, qu'ils la poussent au public, on sort de ces instructions un peu en chambre, qu'on connaît depuis toujours, pour en profiter pour pousser une information au public que l'on sert. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement nouveau et qui est en train de se développer petit à petit, se déployer dans les territoires. On a des citoyens bénévoles, évidemment, qu'on recrute notamment à travers la plateforme Je veux aider, pour ceux qui connaissent. Et on a aussi des gestionnaires de RP qui, spontanément ou parce qu'on leur parle d'accès libre, viennent renseigner leurs propres fiches. Et le côté réutilisateur, je vous ai parlé de sortir à Paris.com tout à l'heure, mais on a également des enseignes telles que Nesten, qui est une agence immobilière. Peut-être que vous la connaissez sous son ancien nom davantage. Il s'agit d'Avis Immobilier, qui spontanément, pour des questions de RSE, d'essayer de se démarquer d'une activité extrêmement concurrentielle, ont décidé de pousser sur le service rendu à un public, à un certain public. Ça permet d'améliorer aussi l'image de la marque, et ils sont venus spontanément vers nous pour entrer dans une démarche comme ça un peu plus servicielle. Les gendarmes également sont venus compléter. Il y en a d'autres. Aujourd'hui, on a plus de 100 000 ERP en base. On en a, pour être un peu plus précise, 110 000. On est en phase d'accélération. Il faut qu'on atteigne la masse critique en termes de services d'information proprement parler. Mais là, on est en train de passer un cap en matière d'accélération. La donnée appelle la donnée. Alors, je ne vais pas faire de la physique parce que je suis nulle, mais je crois que dans les trous noirs, c'est un peu ça. Ça aspire, on commence à attirer de la donnée, et ça, c'est extrêmement gratifiant pour nous parce que c'est quelque chose qui est important. Le projet continue. On est toujours à la recherche à la fois de collecteurs, à la fois de réutilisateurs, qui soient privés, qui soient publics. On pousse la donnée, on pousse à la contribution, que ce soit une contribution extrêmement focus sur qu'une partie de notre formulaire, sans forcément créer
de compte contributeur qui peut s'avérer être un frein pour certains. On a développé effectivement différents services pour maximiser cette collecte, maximiser du coup l'offre de réutilisation et pousser au maximum cette infusion du web sur différents sites. Voilà. Ça commence à prendre. On a une dernière action à mener, enfin une nouvelle action qui est de maintenant faire savoir au public en situation de handicap que cette donnée commence à exister sur le web. En effet, on se rend compte qu'ils n'ont tellement pas les usages du web qu'ils ne pensent pas forcément aller la chercher. C'est logique, hein, vous n'allez pas chercher quelque chose que vous ne savez pas exister. Et donc maintenant, on doit ouvrir un nouveau chantier d'aller récupérer ces acteurs-là, publics handicapés, qui s'est détourné du web parce que trop déceptif pendant trop longtemps. Et de facto, on aura bouclé la boucle. Le jour où ils reviendront consommer du Nesten ou du Sentier à Paris ou tous ces différents gestionnaires qui affichent cette information, on aura démontré la pertinence véritablement concrète de cette aventure dans laquelle on s'est engagé. Je pense qu'il doit rester 2 minutes. 4 minutes. Donc, soit vous avez des questions et je les prends avec plaisir, soit je vous propose qu'on s'arrête là. Et je vous remercie pour votre attention.